Bonsoir, voici les titres de ce journal. Plus de 4 milliards de francs supplémentaires pour les lycées. Les mesures de Claude Allègre impliquent un engagement des régions et renforcent la présence des adultes dans les établissements scolaires. De graves discriminations sont constatées lors des embauches. La situation de chômage accroît, difficulté d'intégration des travailleurs immigrés. Troisième tir de qualification d'Ariane 5 réussi au centre spatial de Kourou. C'était peu après 18h30. Et puis un nouveau livre, une nouvelle enquête évoque la mort de Marilyn Monroe. L'actrice aurait été assassinée sous la pression du clan Kennedy. Au lendemain d'une manifestation lycéenne moins importante que prévu, on attendait le plan Claude Allègre pour répondre aux revendications des jeunes. Le ministre a bien rappelé que l'élève demeurait au centre de sa politique d'éducation nationale. Et tout au long de cette journée, que ce soit avec des lycéens ou des élus, il s'est employé à convaincre les uns et les autres qu'outre un supplément de plus de 4 milliards de francs, il fallait poursuivre les réformes. Récit de cette journée, Nathalie Moisan, Jean-Baptiste Prédali. La première étape de la journée marathon de Claude Allègre est imposée, c'est le Conseil des ministres. À la sortie, on affiche la décontraction, c'est le début d'une journée annoncée, programmée, chronométrée. Deuxième étape, le ministre s'adresse aux lycéens par l'intermédiaire de leur coordination nationale. La primeur du plan Allègre leur est réservée. À la sortie, les réactions sont plutôt positives, même si la délégation ne veut rien décider seule. C'est pas nous qui allons décider concrètement si on arrête ou non le mouvement. On va en parler aux lycéens, on va discuter entre nous et je pense qu'on verra ensemble si oui ou non on continue ou on arrête. Voilà. Le grand oral de la journée a lieu l'après-midi devant les députés. 4 questions, l'annonce des mesures en 5 chapitres et en quelques principes. Il a été clair depuis le début que ce gouvernement mettait l'élève au centre du système éducatif et que toutes les mesures qui seront prises d'abord et avant tout dans l'intérêt des élèves. Dans l'hémicycle, pourtant, ce n'est plus la guerre scolaire, c'est la querelle de l'école entre la gauche et la droite. Des manifestations, des mouvements, comme on dit, cela arrive à tous les ministres de l'Éducation nationale. Est-il pour autant nécessaire d'expliquer que c'est toujours la faute des autres? Dans les couloirs, pas de surprise, les réactions au plan Allègre suivent les clivages politiques. C'est important qu'il y ait tout de suite des engagements qui trouvent leur traduction concrète dans les établissements et qu'un processus s'engage. On a l'impression qu'une fois de plus, on a mis une rustine sur un système dont on voit bien qu'il n'est plus crédible, que les lycéens ont demandé un lycée du 21e siècle, eh bien ils ont eu une rustine supplémentaire. Claude Allègre, lui, est déjà au Sénat. D'autres réponses sur ces mesures, d'autres explications rapides. La conclusion, ce sera le budget de l'enseignement scolaire à l'Assemblée. Aujourd'hui, pour le professeur Allègre, c'était presque une journée de cours sans récré. Alors voyons maintenant avec plus de précision les détails du plan du ministre de l'Éducation nationale, aussi bien en ce qui concerne la démocratie lycéenne et les réformes pédagogiques que les aspects budgétaires. Reportage Hélène Hugues, Vincent Bouffartigue. Des moyens matériels et humains. Les conseils régionaux sont responsables du bâti des lycées pour leur permettre de rénover les locaux et de construire des lieux de vie pour les élèves et leurs professeurs. L'État propose aux régions de souscrire un emprunt de 4 milliards de francs sur 4 ans, un emprunt consenti à taux zéro. Pour améliorer l'accueil, la surveillance et l'animation au lycée, Claude Allègre compte renforcer la présence des adultes dans les établissements. 14 000 seront recrutés dès le 1er janvier prochain. Parmi eux, 3 000 surveillants, 10 000 emplois jeunes et 1 millier d'appelés du contingent. Une mesure qui coûtera 6 à 700 millions de francs supplémentaires au budget de l'État. En outre, pour pallier le manque d'enseignants dans certaines disciplines comme l'espagnol ou la physique, des candidats sur liste d'attente au CAPES et à l'agrégation seront recrutés et 1 millier de lecteurs étrangers seront embauchés pour aider les professeurs de langue. Sur le plan pédagogique, la mise en œuvre de la réforme du lycée est toujours prévue pour la rentrée 99, mais dès cette année, les programmes seront allégés. Une circulaire sera publiée à la fin du mois. Enfin, en matière de démocratie au lycée, une charte des lycéens résumant leurs droits et leurs libertés sera diffusée. Leur participation à tous les organes de décision sera renforcée. Les crédits du fonds de la vie lycéenne seront doublés. Et pour être sûr que ces textes ne resteront pas lettres mortes, un décret en Conseil d'État fera obligation au lycée de s'y conformer.
Alors ça s'est confirmé aujourd'hui, Gérard Leclerc, il y a une véritable stratégie de Claude Allègre en la matière. Écoutez, paradoxe, Claude Allègre qui s'était taillé une réputation d'éléphant, ou plutôt de mammouth, dans le magasin de porcelaine de l'Éducation nationale, eh bien Claude Allègre a fait preuve dans cette crise lycéenne d'une certaine habileté. Déjà dans la gestion de la crise, Claude Allègre a tout de suite collé au mouvement sur le thème « Les lycéens ont raison » et c'est bien la preuve que ma politique de déconcentration est la bonne, obtenant d'ailleurs sur ce point le soutien d'opposants comme Alain Juppé ou Raymond Barre. Il a su également jouer avec le temps, laissant passer le gros de la vague pour annoncer en une fois son plan d'action. Habileté encore dans la présentation de ce plan, un chiffre, 4 milliards pour frapper les esprits, mais ce sont les régions qui emprunteront, donc qui paieront. L'État, dont le budget, il est vrai, très serré, ne consacrera que 700 millions pour les recrutements. À côté de ce chiffre, il y a les annonces à forte symbolique sur les droits des lycéens ou l'allègement des programmes, et puis une perspective, la réforme des lycées et les 35 élèves par classe en 99. Alors le gouvernement compte sur sa bonne volonté affichée et sur la concrétisation des premières mesures d'urgence dès la rentrée de novembre pour désamorcer la crise. Sinon, le ton pourrait bien se durcir. Il n'y a pas de rallonge financière possible, laisse-t-on entendre ce soir en haut lieu. Merci Gérard. Et puis la multiplicité des mouvements lycéens depuis un mois a sans doute affaibli leurs protestations. Il y a en effet plusieurs coordinations lycéennes. Ainsi, à Bordeaux, où la mobilisation était très forte au début de la grève, il y a une volonté d'autonomie parmi les manifestants. Et cet après-midi, c'est en petit comité qu'ils ont écouté les propos du ministre. Reportage à Bordeaux de nos correspondants Éric Perrin et Frédéric Grinchec. C'est une drôle de partie qui se joue cet après-midi au snack bar Le Miami. Face-à-face virtuel entre les représentants du mouvement lycéen bordelais et un ministre de l'Éducation nationale annonçant son plan d'action. Non, il nous a dit 14 000 adultes en plus, 3 000 surveillants, 10 000 emplois jeunes et 10 000 appels du contingent. Alors là, 14 000 adultes, c'est qui ces adultes? C'est quoi leur rôle? Il a fait des grandes phrases sur le mieux vivre au lycée, sur... Et puis 35, pas plus de 35, ça veut dire beaucoup à 35 et c'est pas ce qui nous convient. Bref, sur l'air d'eux, on connaît la musique, ces lycéens ne semblent pas vraiment convaincus. Emploi jeune, ça veut dire que dans 5 ans, il n'y aura plus rien. Il n'y a pas de création de postes vraiment, c'est encore une fois pour nous calmer. Ça n'a rien à voir avec nos revendications du début. Le seul point positif quand même, parce qu'il y a du point positif, c'est qu'ils parlent de faire avancer la démocratie lycéenne dans le lycée. Et donc ça je trouve que c'est plutôt un point positif, quoi. Une heure plus tard, dans une salle prêtée par le conseil régional, les délégués se réunissent pour discuter de la suite à donner au mouvement. Conscients de la baisse de la mobilisation, ils décident d'appeler à une manifestation test pour vendredi, test surtout pour eux-mêmes. On joue la carte de l'honnêteté, on joue la carte de la franchise, on veut vraiment savoir, je veux dire, on est quelques-uns, on est les représentants de chaque lycée à s'impliquer, on a une vision peut-être différente du mouvement par rapport aux lycéens qui sont peut-être juste dans les manifestations. C'est la manif test, c'est le test au niveau de tout, on veut se régler. Claude Allègre n'a pas convaincu les leaders, qu'en est-il de la base? Le mouvement bordelais joue la transparence. Alors côté enseignants, c'est plutôt l'expectative avec l'annonce d'une grève pour le 7 novembre prochain. Hier, ils étaient peu nombreux dans les différentes manifestations en France et aujourd'hui, 2 des principaux syndicats d'enseignants jugeaient que le plan ministériel avait des aspects positifs mais n'était pas suffisant. Exemple des réactions des professeurs à Strasbourg avec le reportage de Virginie Fichet et Patrice Schumacher. Lycée Couffignal, 1850 élèves, 240 professeurs. Aujourd'hui, ces enseignants surveillaient autant les interrogations écrites de leur classe que le grand oral de leur ministre. Et les premières notes de Claude Allègre sont sévères, notamment sur la création des futurs lieux de vie. Pour le moment, il y a un problème de locaux simplement pour les cours. Donc avant même de créer ces lieux de vie, il faudrait qu'il y ait suffisamment de salles disponibles pour les cours, pour l'école, enfin pour le minimum de base. Problème de locaux et surtout problème d'argent. Le prêt consenti aux conseils régionaux laisse les professeurs perplexes. J'ai peur que si on décharge encore certaines dépenses de l'État sur la région, jusqu'où la région pourra le supporter. Monsieur Allègre, il amuse la galerie, c'est son boulot, c'est normal, c'est très bien. Il va avoir la paix, les gens vont rentrer dans le lycée, et puis c'est bien. Hein. Et puis nous, on continuera à travailler à côté de nos pompes. On continuera à former des gens à contre-temps, et ensuite, quand ils iront dans l'industrie, on nous dira que ces gens n'ont pas été formés. Manque de réflexion sur le fond, donc, la copie du ministre déconcerte plus qu'elle ne rassure les enseignants. Quant au chef d'établissement, le scepticisme l'emporte sur la déception. 10 000 emplois jeunes, c'est très bien, mais pourquoi faire? Je ne suis pas tout à fait sûr que ces emplois jeunes correspondront à la demande que nous avons. Je vois en ce qui concerne mon établissement en particulier 2 priorités, la maintenance informatique, la maintenance technologique
sans parler du nombre de surveillants, puisque ici vous êtes dans un établissement de 1850 élèves avec seulement 2 surveillants et demi. Conclusion, selon ses examinateurs, Claude Allègre fait preuve d'une méconnaissance manifeste du terrain, mais il mérite tout de même les encouragements du jury. Après tout, ces mesures peuvent être un bon point de départ. Enfin, pour faire suite à l'enquête que nous diffusions hier, c'est-à-dire au portrait d'une lycéenne marseillaise, nous avons voulu écouter aujourd'hui ses réactions, non seulement après la manif, les incidents et l'annonce des mesures officielles, mais aussi dans la perspective d'une évolution de la grève ou d'un arrêt de celle-ci. Reportage donc à Marseille avec Mina, c'est ainsi qu'elle s'appelle, réalisé par Olivier Galzi et Virgile Liado. Mais le problème c'est que Grenoble... Je te marque aussi les revendications des bacs pro. De tous les trucs techniques, faut pas les oublier. Yasmina rédige sa copie. Puisqu'elle ne pourra pas voir Claude Allègre, elle a listé les revendications de ses copains marseillais. Grosse responsabilité pour Renault. Merci, à tout à l'heure. Le Montpellierin, lui, a rendez-vous avec le ministre. Mais Yasmina n'a pas dit son dernier mot, en route pour le ministère. Et les premiers barrages pour cette déléguée marseillaise, ce sont les lycéens eux-mêmes. Parce que vous mobilisez tout le monde et vous manipulez tout le monde. Les syndiqués du mouvement, UNL et Fidèle, ceux qui l'avaient rayé de la liste pour son indépendance. Maintenant, moi, je ne viens pas là pour que la France m'entende. Je veux qu'on fasse entendre les intérêts des lycéens et pas les intérêts des syndicats. Vous comprenez ça ? Premier apprentissage de la politique, quand on parle fort, on finit toujours par être entendu. Ouais, j'y vais, ça y est. Comment ça s'est passé pour y aller? Je sais pas, j'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure, vous avez tout entendu. Et il y a quelqu'un qui est venu me chercher qui m'a dit que le ministre me recevait. Le ministre, le voilà, enfin, en chair et en os. Yasmina prépare ses revendications, mais déception, il partira au bout de 20 minutes. Voilà, il y a eu des réponses positives. À la sortie, les délégués lycéens, syndiqués, parlent d'avancées concrètes. Donc on va tous rentrer dans nos académies. Loin de la meute, notre petite indépendante, elle, ne semble pas très convaincue par la prestation du ministre. Alors, il est resté 20 minutes avec nous, pas plus. Et pendant les 20 minutes, il ne nous a rien dit. Il nous a juste donné ce petit truc et puis il a lu. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. 16h30, Yasmina quitte les hautes sphères du pouvoir pour retrouver ses copains. Elle n'a toujours rien avalé depuis ce matin. Donc rectification, vous l'avez compris, Yasmina était restée à Paris, non pas à Marseille. Un décret a été adopté d'autre part ce matin en Conseil des ministres. Ce décret revalorise la rémunération des fonctionnaires civils et militaires de 0,5% au 1er novembre prochain. 9 millions de personnes bénéficieront de cette majoration. À ce même Conseil des ministres, une série de mesures en faveur de l'intégration des étrangers en France a été annoncée par la ministre Martine Aubry. Il s'agit d'améliorer l'accueil des immigrés, mais aussi de lutter contre les discriminations, en particulier lors des embauches dont sont victimes les travailleurs d'origine étrangère. De plus, le Haut Conseil à l'intégration propose, dans son rapport annuel, la création d'une autorité administrative indépendante pour lutter justement contre cette discrimination, souvent constatée dans le monde du travail. Voyez l'enquête de Laurent Bailly, Frédéric Crotta et Éric Mézy. Dans ces dossiers, des plaintes d'Algériens victimes de discrimination raciale lors d'un entretien d'embauche. Hachemi Ayad, responsable de cette association, sait de quoi il parle. Lui-même a dû quitter son emploi de juriste sous la pression et les railleries racistes de son propre PDG. J'ai dit, écoutez, bon, là, ça va pour cette fois-ci, mais ne recommencez pas ça parce que j'apprécie pas du tout et vous n'allez pas me tenir des propos pareils dans le cadre professionnel. Bon. Non seulement ça a recommencé en présence de témoins, des gens qui sont quand même des directeurs généraux, des administrateurs de société, parce que c'est à ce niveau-là que j'intervenais. Et non, les gens se marraient, ça les amusait beaucoup. Mais pour un Hachemi Ayad qui réagit, combien d'humiliations subies par des Noirs ou des Maghrébins lors de leur recherche d'emploi? Le chômage les touche jusqu'à 4 fois plus que les Français de souche et la différence de qualification n'explique pas tout. Moi, je voudrais contribuer à briser la loi du silence sur ce problème des discriminations, non seulement à l'entrée dans l'entreprise, mais à l'intérieur de l'entreprise, où nous savons qu'aujourd'hui, le racisme se développe. De son côté, la NPE, sans vrai moyen de pression, tente de sanctionner les chefs d'entreprise qui insèrent dans leurs offres d'emploi des critères racistes. Nous préférons dire à un chef d'entreprise, écoutez, diffusez votre offre d'emploi par un autre canal que le nôtre, mais si vous voulez maintenir ces critères, nous, Agence nationale pour l'emploi, nous ne l'accepterons pas. Le problème, c'est qu'il est difficile de prouver qu'on a été victime de discrimination raciale à l'embauche sans preuve écrite ou flagrant délit, à quelques très rares exceptions.
On va avoir 10 personnes qui se présentent, il y a un blanc bien franchouillard, excusez l'expression, puis il va y avoir 9 personnes qui sont blancs ou black, on les refuse. Bon, on peut essayer à partir de là. Mais même ça, il faut emporter la conviction du juge. Contre le racisme à l'embauche, dans les conditions de travail et les évolutions de carrière, le combat de Hachemi Ayad trouve aujourd'hui un certain écho au gouvernement. Pour beaucoup, c'est encore insuffisant. 2 grèves des transports dans 2 villes de France, à Lyon et puis ici, vous allez le voir, à Lille, ont en commun une même protestation des chauffeurs de bus contre de nouvelles agressions. Les intersyndicales protestent contre l'insécurité. À Lille et à Lyon, les bus, tramways et métros étaient tous à l'arrêt aujourd'hui. Pour lutter contre cette violence dans les transports, la région parisienne est la seule à s'être dotée d'une brigade de sécurité depuis 9 ans. Les différentes gares parisiennes sont ainsi sous surveillance et l'interpellation de personnes suspectées d'agression se fait après de longues enquêtes. Reportage Jérôme Laurent et Patrick Desmully. Vous verrez, vous ne vous inquiétez pas, eux sont très bien éclairés, par contre vous, ils ne vous verront pas. Si vous êtes dans le noir, il n'y a aucun problème, aucun souci à vous faire. Voilà. On y va ? Séance d'identification à la brigade de sécurité des chemins de fer. Dans le jargon policier, cela s'appelle le tapissage. De jeunes gens, agressés et volés dans un train de banlieue, vont être confrontés plusieurs mois après les faits à leurs agresseurs présumés. Ah, c'est sûr? Sur le 1, sûr, le 4 aussi. Le 3 et le 2? Non. Une dizaine d'agressions sont recensées chaque jour dans les lignes de banlieue d'Île-de-France. Dans les trains dits à risque, la brigade de sécurité des chemins de fer est là pour rassurer les usagers. Une mission parfois vaine lorsque ces patrouilles de 3 ou 4 policiers se retrouvent face à des bandes agressives de 30 ou 40 personnes. Retrouver les auteurs d'agression, c'est aussi la mission de cette brigade qui compte dans ses rangs des officiers de police judiciaire. Enquête sur le terrain, interpellation, ces policiers ont une compétence nationale. Ils interviennent dans tout le territoire sur simple commission rogatoire. À 80%, on est saisi de faits de vol-violence dans les trains. Donc, on va dire, c'est notre pain quotidien. On n'a que ce genre d'agression. Il nous arrive d'avoir d'autres affaires, des infractions à connotation sexuelle, mais c'est quand même un peu plus rare. Sarcelles, 6 h du matin, l'heure légale pour intervenir chez un particulier. Dépêchez-vous! Une heure matinale qui permet surtout l'effet de surprise. C'est la police. Ce jeune homme est soupçonné d'avoir commis dans un train de banlieue une série d'agressions et de vols avec armes. Et tu te lèves, tu te dépêches, tu t'habilles. Entre cette interpellation et la plainte déposée par la victime, 5 mois se sont écoulés. Les délinquants qui opèrent dans les trains de banlieue ont une tactique efficace, agir vite, parfois cagoulés, puis disparaître pendant quelques semaines. Un des atouts en tout cas qu'ils ont, c'est cette mobilité au sein des transports en commun et une parfaite connaissance du milieu des transports pour pouvoir perpétrer différentes agressions un peu partout dans l'Île-de-France. Formellement identifié par ses victimes, ce délinquant est aujourd'hui en détention provisoire en attendant sa comparution devant un tribunal. Depuis le début de l'année, ils sont une centaine comme lui à avoir été ainsi arrêtés et emprisonnés. Des photos heureuses à présent, des photos prises par l'agence Gamma, publiées par l'hebdomadaire Paris Match. Une photo du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, au Val-de-Grâce, vous le voyez, photo prise avec son accord, en compagnie de médecins, et puis d'autres photos, notamment à la une de Paris Match, en compagnie de Madame Chevènement. Monsieur Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, devrait sortir de l'hôpital avant la fin de la semaine et devrait reprendre ses activités avant la fin de cette année. À Paris, la Cour de cassation a rendu son arrêt dans l'affaire dite de la Josacine. Le pourvoi des avocats de M. Jean-Marc Deperroy a été rejeté. Celui-ci est donc définitivement déclaré coupable de l'empoisonnement d'une fillette de 9 ans en juin 1994. M. Jean-Marc Deperroy a toujours affirmé son innocence, mais les magistrats de la Cour de cassation ont estimé que les formes juridiques avaient été respectées. Le procès, il y a 2 ans, avait suscité beaucoup de déclarations passionnées. Les réactions aujourd'hui l'étaient tout autant. Reportage Patrick Fandiot, Jacques Garniche. Incarcéré dans cette maison d'arrêt à Rouen, Jean-Marc Deperroy a reçu cet après-midi la visite de son épouse et de son fils. À leur sortie, il confie avoir trouvé un homme brisé par le rejet de son pourvoi. La première parole qu'il nous a dit, il a dit « j'ai pas tué la petite fille, j'ai tant souffert ce matin que la mort aurait peut-être pu être une solution. Mais ça nous refuse. Il n'en est pas question.
On a vu un homme effondré ce matin. Mais un homme qui sait qu'il a l'innocence, qu'il a son innocence pour lui. Ce n'est évidemment pas l'avis des parents de la petite Émilie Tanet, qui habite de nouveau dans ce village, à quelques kilomètres du pavillon des Deux Pérois. Jusque-là assez discret, il laisse éclater une colère longtemps étouffée. Dans ce dossier, on nous amène sans arrêt, les expertises ont été mal faites. Et c'est simple, si on prend, les enquêteurs sont des incompétents, les magistrats sont des incompétents, les experts sont des incompétents, la cour d'assises est incompétente, le jury populaire est incompétent. Ça veut dire que tous ceux qui s'efforcent de démontrer la culpabilité de M. Desperrois sont dépeints comme des incompétents ou des gens ayant des insuffisances intellectuelles ou autres, que sais-je, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Mais ça n'est pas ça, je veux dire, ce dossier, nous le connaissons du premier PV jusqu'au dernier, et quand bien même la défense va allumer des feux de brindilles, je veux dire, ils vont vite s'éteindre. Si elle veut obtenir la révision du procès, la défense devra produire des faits vraiment nouveaux. Le dossier du sang contaminé ouvert en 1994 est désormais complet et la juge d'instruction chargée de ce dossier l'a transmis au parquet de Paris en vue de l'éventuel renvoi des 32 personnes mises en examen pour empoisonnement. Et puis je vous rappelle que de son côté, la Cour de justice de la République doit juger Madame Dufoy et messieurs Hervé et Fabius, anciens ministres, au mois de février prochain. Le médecin gynécologue de Châteauroux, présumé responsable de la mort d'un bébé lors d'un accouchement dans son cabinet, a été mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. À 18h37, très exactement, heure de Paris, la troisième fusée Ariane 5, regardez bien, top, allumage Vulcain, a décollé du centre spatial guyanais de Kourou. La fusée européenne effectue ainsi un troisième vol de qualification. L'enjeu économique est important. On se souvient du premier échec d'Ariane 5. Depuis, tout a été revu et la coopération européenne a donc permis de lancer cette Ariane 5, troisième million, pour un vol qualificatif avec deux éléments importants à bord. Le président de la République, M. Jacques Chirac, a exprimé ce soir sa très grande satisfaction. Voilà le premier largage de l'un des satellites emportés par Ariane 5. Alors pour comprendre ce que représente cette nouvelle fusée européenne Ariane 5, voici quelques explications sur ses particularités et ses performances espérées. Reportage de Romuald Bonan et Pierre Moscovici. À quelques kilomètres de la zone de lancement des fusées, dans ces gigantesques hangars, des équipes s'affairent sur les boosters, des réservoirs à poudre d'une Ariane 5. Ce sera le 4e lanceur de ce type à s'envoler de Kourou, mais le premier à remplir un contrat commercial. La construction de 12 autres est même déjà engagée. Des engins capables d'emporter à chaque fois 2 satellites au lieu d'un, soit plus de 7 tonnes. Et c'est bien la particularité de cette nouvelle fusée européenne, en avance sur la concurrence. L'avantage qu'on a avec Ariane 5, c'est qu'on a à peu près 2 ans d'avance sur la compétition. Donc on va avoir 2 ans pour prouver la maturité du système et puis monter en régime. Et dans 2 ans, lorsque nos compétiteurs seront sur le marché, nous serons déjà en régime de croisière. Principaux concurrents, les lanceurs américains Atlas et Delta, très fiables et qui coûtent le même prix par lancement, environ 600 millions de francs. Mais les États-Unis préparent déjà la contre-attaque, de nouvelles fusées réutilisables qui permettraient de casser les prix de 30%. C'est très important de le développer maintenant parce que si nous ne pouvons pas réduire le coût de l'accès à l'espace, ça va mettre une limite à l'utilisation de l'espace. L'envoi de satellites est un enjeu colossal. Le marché est estimé entre 10 et 20 milliards de francs par an, auxquels s'ajoutent les nouveaux venus, les constellations, ces grappes de petits satellites pour les téléphones portables. Parmi les principaux exploitants mondiaux, l'européen Eutelsat, l'un des premiers inscrits sur un lancement Ariane 5 l'an prochain. Sachant en particulier que c'était destiné au départ pour des vols habités, la fiabilité intrinsèque existe dans la conception même du lanceur, on a confiance. Lancer 8 Ariane 5 chaque année d'ici 2004, c'est le pari avoué ici à Kourou. D'énormes travaux sont en cours pour soutenir la cadence. Des travaux qui n'empêchent pas les départs chaque mois de l'autre fusée Ariane 4 qui n'a pas connu un seul échec en 40 tirs successifs. Romuald Bonan, je suppose qu'en ce moment, à Kourou, on est très content, satisfaction, et vous venez de le rappeler, les enjeux économiques étaient importants. Je suppose que tout le monde est un peu euphorique.
Ah oui, je peux vous dire que maintenant c'est le soulagement et d'ailleurs il y a quelques personnalités qui fêtent le moment en ce moment même. Alors effectivement ce troisième vol qualificatif, troisième vol d'essai était très important. Ça va changer maintenant carrément les donnes puisque c'est clair, la famille Ariane, on avait Ariane 4 et on a Ariane 5 maintenant, et bien la famille Ariane va pouvoir détenir pratiquement 60% de ce marché mondial de lancement de satellites qui est estimé, je vous le disais, à 10-20 milliards de francs chaque année. Alors déjà, on me disait tout à l'heure que bien des clients qui attendaient la réussite de ce troisième vol qualificatif ont levé leurs options et ont clairement annoncé qu'ils allaient monter leurs satellites de télécommunication sur les prochains lanceurs Ariane 5 qui sont en cours de fabrication ici à quelques kilomètres de là. Et on sait déjà que 4 départs de cette fusée Ariane 5, 4 départs commerciaux de cette fusée Ariane 5 auront lieu à partir de mars-avril 1999. Merci Romuald. Aux États-Unis, dans le Maryland, à Wild Plantation, l'actuelle négociation entre Israéliens et Palestiniens serait ce soir en crise profonde. La délégation israélienne a menacé de quitter les lieux où pourtant le président américain Bill Clinton ne ménage pas sa peine. À Wild Plantation, pour France 2, Charles Anderlin. C'est à 1h30 du matin que Bill Clinton, fatigué, a regagné la Maison-Blanche. La veille, il avait quitté le site de la conférence à 3h du matin. Même le roi Hussein de Jordanie, qui suit un traitement anticancéreux dans une clinique du Minnesota, est venu prêter main forte aux diplomates américains pendant quelques heures. Et tout cela sans grand résultat. Il y a 2 heures, les Israéliens ont menacé de faire leurs valises et de rentrer en Israël. Les Américains ont calmé tout le monde et ont présenté des formules de compromis sur le dossier de la sécurité que l'on croyait réglé il y a seulement 24 heures. En tout cas, à l'heure actuelle, rien ne prévoit la conclusion proche d'un accord. Le président du Sénégal, M. Abdou Diouf, était cet après-midi devant les députés de l'Assemblée nationale française. Il était ainsi le premier chef d'État d'Afrique noire à s'exprimer au Palais Bourbon. Mais si le président Abdou Diouf jouit d'une forte notoriété internationale dans son pays, au Sénégal, l'opposition ne cesse de dénoncer ses pratiques politiques. Et cet après-midi, des manifestants sénégalais étaient rassemblés pour rappeler, selon eux, que M. Abdou Diouf n'est pas un vrai démocrate. Commentaire Richard Binet avec José Boulestex. Une arrivée presque trop discrète au Palais Bourbon. Celle d'Abdou Diouf, le président du Sénégal, le premier chef d'État d'Afrique noire reçu par l'Assemblée nationale. Car celui qui s'adresse aujourd'hui aux députés et défend son bilan est un politique en campagne. Dans 18 mois, le Sénégal élira un nouveau président. Abdou Diouf est d'ores et déjà candidat. Le développement a besoin de stabilité politique. C'est la raison pour laquelle au Sénégal, d'une élection à l'autre, nous veillons, avec un soin scrupuleux, à renforcer les conditions d'équité et de transparence de notre système électoral. Les poids lourds de l'opposition sénégalaise ne s'y sont pas trompés. Eux aussi ont fait le voyage à Paris pour, disent-ils, dénoncer la dérive autoritaire du pouvoir. Ce que je veux dire aux Français, c'est que, quand on dit que M. Diouf est un démocrate, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il ne le prouve pas. Ensuite, il est là par suite de fraude électorale renouvelée. Et ensuite, quand on dit que le Sénégal est stable, on oublie que la stabilité, c'est nous. L'opposition dénonce particulièrement de nouvelles dispositions de la Constitution qui permettraient, selon elle, d'élire un président à vie. Les Sénégalais, si soucieux de leur indépendance à l'égard de l'ancienne métropole, en viennent presque à demander l'arbitrage de Paris. Il n'y a plus de frontières en politique. Il y a une opinion internationale. Les relations entre le Sénégal et la France sont ce qu'elles sont. Le Sénégal est menacé par de graves dangers, à notre avis, à la veille des élections de l'an 2000. Et il était important que la France, qui a quand même, encore une fois, un statut particulier au Sénégal, soit bien consciente de ce qui se passe. Reste que le Sénégal est encore le pays le plus démocratique d'Afrique noire. Le multipartisme y a été instauré dès 1981, la presse y est libre, et il serait dommage, après 4 mandats successifs, que le président Diouf n'écorde de cette belle image en s'accrochant au pouvoir. Au Kosovo, les provocations sur le terrain se multiplient et les 2000 vérificateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, ont une mission presque impossible, d'autant que les séparatistes albanais de l'armée de libération du Kosovo, l'UCK, ne se privent pas d'actions de guérilla contre les Serbes. La motivation de ces séparatistes est très forte, ainsi que nous avons pu le constater dans la montagne du Kosovo lors des obsèques d'un soldat de l'UCK.
Reportage Patrice Romden, Jean-François Renou. Dans les montagnes du Kosovo, on ne croise pas les hommes de l'UÇK par hasard, mais parce qu'ils en ont décidé ainsi. La troupe encadre un cercueil de fortune, recouvert du drapeau albanais. Aujourd'hui, ils enterrent l'un des leurs, mort au combat. Il avait 20 ans et bien sûr, tous les villageois le connaissaient. Lavdi! 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 Lavdi, honneur, 3 fois honneur avant qu'un imam se saisisse du Coran. Ensuite, chacun sera informé des ultimes paroles du défunt. Continuez le combat, donnez mon fusil à mon frère. Le frère, c'est lui, il a 18 ans, il vient de se trouver un destin. J'accomplirai les dernières volontés de mon frère, jusqu'à la mort s'il le faut. Non seulement moi, mais tous les Albanais. Ainsi naissent les vocations au sein de l'armée de libération du Kosovo, un mouvement radical auquel les mères sont prêtes à donner ce qu'elles ont de plus cher. J'ai encore 5 fils. L'aîné a pris le fusil pour être libre. Ses frères poursuivront le combat, tous les 5 si c'est nécessaire. Il ne faut pas pleurer pour la mort de mon fils. Et pendant que les sœurs fleurissent un monticule de terre perdu dans la montagne, on donne l'accolade aux nouveaux soldats. Et l'on félicite la mère pour son patriotisme. Ensuite, tous s'en retournent, laissant derrière eux une tombe, une de plus. À Paris, à l'École nationale d'administration, l'ENA, baptême officiel de l'amphithéâtre au nom de M. Claude Érignac, l'ancien préfet de Corse assassiné au début de cette année aux côtés du Premier ministre pour cette cérémonie, d'anciens stagiaires de l'ENA qui sont à l'origine de ce choix du nom de Claude Érignac, ainsi que des membres de la famille de M. Érignac. M. Érignac n'était pas énarque, on voit Mme Érignac, mais il dispensait des cours à l'ENA. Le CNRS a signé un accord de partenariat avec nous, France Télévisions. Il s'agit d'un accord de coopération et d'échange dans les domaines des magazines et documentaires. Alors, parmi les découvertes récentes, importantes, qui intéressent directement l'être humain, voici comment, à partir d'une rainette singe, c'est-à-dire une petite grenouille arboricole aux doigts munis de ventouses, les chercheurs ont mis au point une substance contre la douleur, substance bien supérieure à la morphine. Reportage Jean-Claude Alanic, Jean-Louis Boussert. Son nom scientifique, Philomédusa bicolore. En Guyane, on préfère l'appeler la rainette singe, car comme les singes, elle grimpe jusqu'à la cime des arbres. Une curieuse grenouille qui, pour manger, utilise ses spatules comme des mains, et surtout une grenouille qui secrète à fleur de peau un puissant venin. Un venin bien connu des tribus indiennes amazoniennes qui l'utilisaient rituellement pour plonger les hommes dans une profonde léthargie. C'est à Jussieu, dans ce laboratoire, que des chercheurs du CNRS ont réussi à percer les secrets de ce mystérieux venin, une recherche fondamentale aux applications très concrètes. Nous avons participé à la découverte de nouvelles familles de molécules. La première famille, elle agit contre la douleur, c'est un analgésique, cette molécule qui s'apparente à la morphine et qui est 1000 fois plus puissante que la morphine. La deuxième molécule, c'était des dermacéptines, ce sont des molécules ce sont des antimicrobiens qui agissent sur un grand nombre de micro-organismes, aussi bien des bactéries, des levures, des champignons. C'est le cas par exemple avec ce champignon qui se développe chez les personnes immunodépressives, spectaculairement détruit par la dermacéptine, une des substances du venin de la rainette singe. Autre application thérapeutique, pour une maladie parasitaire très répandue dans le tiers-monde, la leishmaniose. Quelques gouttes d'un extrait du venin suffisent à tuer les parasites. Les lésions cutanées de cette souris vont disparaître en quelques heures. Des résultats très prometteurs pour la santé humaine et pour l'industrie pharmaceutique, grâce à une toute petite grenouille verte de Guyane. Alors voici un nouveau livre publié par les éditions Albin Michel et sorti au même moment en France et aux États-Unis concernant Marilyn Monroe. Le titre français est Enquête sur un assassinat et la démonstration de l'auteur américain Don Wolf aboutit à la mise en cause des plus hautes autorités américaines de l'époque ainsi que du clan Kennedy. Marilyn Monroe est morte au mois d'août 1962 et l'on n'en finit pas d'apprendre de nouveaux détails sur la fin de sa vie. Reportage aux États-Unis, Dominique Derda, Édouard Perrin. Pas un jour sans qu'il ne pense à elle, à cette voix qui le poursuit et le hante jusqu'au fin fond du New Hampshire. Depuis 7 ans, Don Wolf a consacré sa vie à Marilyn Monroe. Parce que, dit-il, aucun des livres que j'ai pu lire sur sa mort
n'apportait de réponse à mes questions. Bye bye, baby. Remember, you're my baby. Comme tant d'autres avant lui, Don Wolfe, l'ancien scénariste à la retraite, a succombé au charme et surtout au mystère de l'actrice. Mon mari est devenu totalement obsédé par cette femme. Ça a duré des années. Mais je crois qu'il n'y a qu'en s'investissant à ce point dans cette histoire qu'il a pu parvenir à écrire son livre. Officiellement, Marilyn Monroe est morte le 5 août 1962 dans sa maison de Brentwood, en Californie, après avoir absorbé un mélange de barbiturique et d'alcool. Un suicide. Faux, répond Don Wolfe. Elle ne s'est pas suicidée, on l'a assassinée. En fouillant dans les rapports d'autopsie, j'ai découvert que, selon toute vraisemblance, on lui a injecté dans le sang une dose très forte de barbiturique. C'est ce qui expliquerait qu'elle soit morte si vite. Le taux de barbiturique retrouvé dans son sang était si élevé qu'il aurait suffi à tuer entre 15 et 26 personnes. 3 mois plus tôt, elle voit pour la dernière fois John Fitzgerald Kennedy. En coulisses, le président lui annonce qu'il met un terme à une liaison qui n'est plus à Hollywood qu'un secret de polichinelle. Mais depuis l'automne, Robert, le frère de John et son ministre de la Justice, est lui aussi l'amant occasionnel de la star. Bobby, le second enfant chéri de l'Amérique. Au fil de ses recherches, Don Wolfe découvre que par 2 fois, le samedi 4 août, Bobby est venu rendre visite à Marilyn Monroe. Lui aussi voulait rompre et surtout récupérer un précieux carnet. Quand vers 22h30, sa gouvernante et son homme à tout faire trouvent le corps sans vie de l'actrice, Robert Kennedy vient tout juste de quitter la maison en compagnie de ses 2 gardes du corps. Dans son journal intime, elle avait pris des notes de ses conversations avec John et Bobby. Il lui avait parlé de leur tentative de faire assassiner Castro, de la présence de satellites espions américains au-dessus de Cuba, ce que tout le monde ignorait à l'époque. Elle parlait aussi de la mafia, de ses liens avec la famille Kennedy, avec Frank Sinatra. Alors, si on a tout fait pour maquiller sa mort en suicide au nom de la sécurité de l'État, c'est bien parce qu'effectivement, la sécurité de l'État était en péril. Ça aurait pu faire tomber le gouvernement au plus fort de la guerre froide. Et ça aurait été un vrai problème. Don Wolfe a appris que Marilyn avait l'intention de convoquer une conférence de presse pour le lundi suivant. Voulait-elle révéler ses secrets d'alcôve qu'elle notait pour ne plus apparaître comme une ravissante idiote? On ne le saura jamais. Voulait-elle se venger de n'être pour les Kennedy, selon ses propres termes, qu'un vulgaire morceau de viande? C'est ce besoin d'amour, écrit Don Wolfe, que la raison d'État aurait tué. Voilà, fin de ce journal. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant le mouvement lycéen, les mesures de Claude Allègre, plus de 4 milliards de francs supplémentaires, État-région, réactions diverses chez les enseignants et les lycéens. Et puis le lancement réussi, à peu près à 18h30 aujourd'hui, de la fusée Ariane 5. C'est un succès et plusieurs lancements de nouvelles Ariane 5 sont déjà annoncés. Dans quelques secondes, Isabelle Martinet pour la météo. À 20h55, un téléfilm français Aime-toi toujours. Puis ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Le dernier journal, c'est à 0h45 avec Christophe Tortora, suivi du Cercle de Philippe Lefebvre. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Loubna Méliane, la jeune fille de la coordination lycéenne. À 13h, vous trouverez Rachid Arabe, Carole Gessler. À demain 20h. Bonsoir. Merci.